Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Alger et New Delhi convergent vers une nouvelle ère de coopération bilatérale. La visite d'État de la présidente de la République de l'Inde, la première du genre en Algérie, ouvre donc la voie à un partenariat renouvelé dans plusieurs secteurs stratégiques comme l'énergie, l'industrie pharmaceutique précisément, la santé ou encore les technologies de l'information et les services numériques. Malgré des relations qualifiées de solides depuis notamment l'indépendance du pays et ancrées dans des intérêts communs, une vision partagée sur plusieurs dossiers régionaux et mondiaux, consacré notamment par la mise en place en 2020 du groupe parlementaire d'amitié. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays ne reflète toujours pas le niveau des relations politiques, avec moins de 2 milliards de dollars annuellement ces dernières années. Le potentiel est pourtant immense, avec un climat des affaires et des indicateurs économiques positifs des deux pays. On en parle avec nos invités ce soir. Monsieur Abdelrahman Hadef, consultant en développement économique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Également avec nous, Abdelkader Soufi, enseignant universitaire à Blida 2 et politologue. Merci d'être avec nous, Monsieur Soufi. C'est moi. Et puis avec nous également Mohamed Achir, enseignant universitaire à l'université de Tizi Ouzou et consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Bonsoir à vous également. Bonsoir et merci. Merci à vous. On vous propose d'abord de revenir sur les liens qui unissent Alger et New Delhi, qui remontent d'ailleurs au mouvement et luttes anti-coloniaux jusqu'aux relations bilatérales actuelles, à travers notamment la coopération économique. Le commentaire est signé Manal Boutouaba. Les relations entre l'Algérie et l'Inde, tissées à travers des décennies de solidarité et de lutte commune contre le colonialisme, représentent un modèle de partenariat durable. Alors que l'Algérie se battait pour son indépendance face à l'occupation française, l'Inde a été l'une des premières nations à la soutenir pour l'obtention de ce droit fondamental, posant ainsi les premières bases de liens de fraternité historique. Un soutien exprimé par le Premier ministre indien de l'époque, Nehru, dans tous les forats internationaux. Les deux pays partagent donc une histoire commune de lutte contre le colonialisme, et après l'indépendance, ils ont tous les deux continué à soutenir les pays en développement dans le cadre du mouvement des non-alignés. Ce qui a marqué le début d'une coopération qui va bien au-delà des simples intérêts politiques, donnant lieu à un partenariat économique solide et prometteur dans divers domaines. Bien que les échanges commerciaux, avoisinant les 2 milliards de dollars, n'ont pas encore atteint leur plein potentiel à la hauteur de l'excellence des relations diplomatiques. L'Inde exporte vers l'Algérie l'équivalent de 848 millions de dollars et importe à partir de l'Algérie l'équivalent de 885 millions de dollars. En termes d'investissement, plusieurs entreprises indiennes actives en Algérie dans les secteurs publics et privés. Au-delà des chiffres, les échanges culturels se taillent également la part du lion dans les relations multidimensionnelles qui unissent les deux pays, enrichissant le paysage culturel des deux peuples. La visite de la présidente indienne Draupadi Murmu en Algérie marque donc une étape décisive dont les objectifs sont clairs: transformer une amitié historique en un partenariat économique fructueux pour les deux pays. Commentaire signé Yasmine Messoudi. On va commencer avec une première question, messieurs. Pourquoi cette visite de la présidente de la République de l'Inde? Pourquoi maintenant, monsieur Hadef? C'est la première fois que le plus haut dirigeant de ce pays vient en Algérie, tout simplement. Quelle est, selon vous, la portée politique d'abord de cette visite? Je dirais même que c'est une portée géostratégique. Aujourd'hui, les deux pays sont connus pour leur dynamisme au niveau de la scène internationale, pour essayer de rétablir des équilibres des forces sur les questions d'actualité et surtout sur la gouvernance mondiale. L'Algérie comme l'Inde, deux pays qui n'ont pas cessé d'appeler pour un système international juste, un système international qui donne la possibilité à tous les pays d'avoir... Égalitaire, donc. Exactement, égalitaire, d'avoir accès aux mêmes privilèges, surtout à l'accès au développement. Donc, je pense que cette visite intervient dans un contexte quand même assez particulier, oui, où le monde connaît des évolutions géopolitiques énormes. Les pays
dits du Sud global sont en train de demander un réajustement du système international, un réajustement du système des Nations Unies. Et là, je pense que sur le plan politique et plutôt géostratégique, cette visite va donner une impulsion à cette réclamation, à cette demande des pays du Sud. C'est ce que vous pensez, Mohamed Hachir? Oui, tout à Ces fait. revendications du Sud global aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent être entendues notamment et est-ce que l'Inde peut œuvrer dans ce sens, justement? Justement, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, mon ami. Donc, le contexte actuel, justement, est marqué par un dynamisme croissant du Sud, ce qu'on appelle le Sud global. Même si on peut parler de plusieurs Suds, c'est-à-dire Oui. il y a des contradictions dans le Sud Défini global, comme Sud. Voilà, mais c'est toujours utile des pays émergents, des pays très très forts économiquement actuellement. L'Inde, c'est la 5e Oui. puissance économique mondiale, avec la Chine, avec la Russie et plusieurs pays du Sud global maintenant, des pays surtout du Sud asiatique aussi, qui sont très puissants économiquement. Donc aujourd'hui, ce nouveau monde, si vous voulez, revendique effectivement un nouvel ordre économique international, comme ça a été revendiqué par l'Algérie déjà en 1974. 73 73. pour la tenue de 74, donc ça a duré. Ouais. Des conférences de la des Nations conférence Unies en à Alger 1974. des non-alignés. Voilà, et des non-alignés effectivement depuis 1973. Donc, et l'Inde était justement l'un des pionniers de même. Mais justement, c'est une vieille revendication, Mohamed Hachir. Oui, c'est une vieille. On voit qu'aujourd'hui, c'est compliqué de mettre ça en œuvre, même si des puissances aujourd'hui, comme vous dites, économiques, veulent converger vers cette nouvelle gouvernance mondiale. Et justement, c'est une vieille revendication pour un monde plus juste et équitable et pour une répartition du pouvoir des institutions internationales aussi. Donc le monde actuel hérité de la Deuxième Guerre mondiale s'avère d'abord injuste sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Et tout ce monde-là était pratiquement exclu quand le monde a mis en place, enfin le monde après la Deuxième Guerre mondiale a mis en place des institutions internationales. Et aujourd'hui, on peut compter plus de 70% déjà dans ces pays du Sud global de la population. Et on peut compter aussi, si on rajoute surtout toute l'Afrique aussi, qui était carrément absente lors de la mise en place de ces institutions. Donc on s'inscrit dans cette revendication nouvelle pour que ce monde du Sud global et pour que ces pays peuplés comme l'Inde, c'est le premier pays peuplé au monde avec 1,4 milliard d'habitants. Donc tout ce monde-là revendique une place. Et d'ailleurs l'Inde, si on s'inscrit directement dans un peu les options stratégiques de l'Inde, aujourd'hui l'Inde veut sa place également dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Et c'est pour cette raison aussi l'Inde est en train de développer davantage ses coopérations bilatérales et multilatérales, bilatérales avec l'Algérie d'ailleurs, pour qu'il puisse effectivement avoir des soutiens aussi de la part de l'Afrique, sachant que l'Algérie a un poids important en Afrique. Oui. Donc il y a aussi C'est même une porte d'entrée pour l'Inde, justement, oui, on va en parler. donc il y a ces visions aussi, bien sûr légitimes, des pays émergents actuellement qui veulent sur le plan s'affirmer économique, dans les forats qui veulent internationaux. s'affirmer sur le plan international et qui sont économiquement aussi, qui pèsent sur le plan économique. Donc c'est un signe très positif que l'Inde aujourd'hui converge ou s'intéresse à l'Algérie justement pour parvenir à ces objectifs. Parce que l'Inde, il ne faut pas oublier une chose, que l'Inde, elle a commencé une politique, disons, spéciale Afrique. Spéciale Afrique. Hein. Donc il veut quand même avoir une présence assez importante en Afrique. Et là, puisqu'il veut renouer, c'est-à-dire cette coopération, et l'Inde veut lui donner une ambition plus importante, c'est parce que l'Algérie est très importante en Afrique. C'est la troisième économie africaine d'abord, mais aussi
l'Algérie, quand même, sur le plan diplomatique, il est, on peut dire, Présente la locomotive de l'Afrique. Alors, Abdelkader Sophie, on sait que Alger et New Delhi, on vient de le dire, c'est d'abord des relations ancrées dans l'histoire, une histoire commune de lutte contre les impérialismes et l'affranchissement des affrontements et des dominations, des dominations politiques, économiques après les indépendances entre les deux blocs de l'époque. Est-ce que cette constante est, selon vous, toujours présente dans la mécanique des relations entre les deux pays ? Oui, je pense que oui, mais de façon différente. Aujourd'hui, il y a un monde qui a disparu. Oui. Donc, il n'y a plus le premier, deuxième, troisième monde, il y a deux mondes. Donc, il y a le monde... C'est moins cloisonné, selon vous ? Il y a deux mondes. Donc, mais dans ces deux mondes, il y a, j'allais dire, des relations assez complexes, donc, où des fois, les uns et les autres peuvent se rencontrer, des deux mondes. Je parle du monde occidental. Le deuxième monde, c'était l'Union soviétique. Et le troisième monde, c'est le monde des non-alignés. Et puis ce monde des non-alignés, donc il s'est disloqué lui-même. Certains États appartiennent à la fois aujourd'hui au premier et au deuxième monde, à l'autre monde. Oui. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut retenir des relations algéro-indiennes, c'est qu'elles ont toujours existé, mais elles ont plus existé dans l'ordre multilatéral que dans un ordre bilatéral. Même les concertations ont été dans ce contexte-là, dans cette configuration-là, et que à aucun moment, nous n'avons essayé, ni nous, ni les Indiens, à trouver une prouesse, à se rapprocher davantage et à voir ce potentiel que l'on peut exploiter communément, sachant que, comme vous l'avez si bien dit en 1973, nous avons appelé pour un nouvel ordre économique mondial. Ouais. Ça veut dire que le nerf de la guerre a fait la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les pays développés et les pays sous-développés ou en voie de développement, ce qu'on appelait les pays en voie de développement. Aujourd'hui, les deux pays occupent une position stratégique et géostratégique en matière de politique internationale. Les deux, ce sont des axes, chacun dans sa région. L'Inde œuvre à prendre une part d'abord dans la région pacifico-indienne, qui est aussi une région en effervescence, même si elle est loin de nous et on ne considère pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que 60% de la population mondiale, c'est là-bas. Ce sont 5 à 6 puissances nucléaires, c'est les plus grandes industries, c'est le Rimland, comme le disait Spikman. Donc, ce sont les rives qui sont les plus riches en population, c'est là où il y a les manufactures, c'est là où il y a les cours d'eau vers les grandes étendues d'eau qui permettent le commerce international et les échanges économiques. Aujourd'hui, l'Algérie se repositionne sur la scène internationale, il faut le dire. C'est que pendant longtemps, nous avons été absents de la scène internationale et que quelque part, la politique intérieure l'a emporté sur la politique extérieure et nous n'avons pas su comment faire pour nous retrouver d'abord sur cette scène internationale et comment on tirer profit de nos relations avec nos amis, avec ceux sur lesquels nous pouvons compter et que nous savons qu'ils ont du potentiel. Donc l'Inde fait partie de ces... L'Inde, elle fait partie vraiment de ces relations privilégiées pour l'Algérie. de ce sérail ou de ce cercle restien que l'Algérie considère différemment par rapport à l'ensemble des nations du monde. Donc on peut les positionner dans le rang des amis vraiment de privilège. Seulement, c'est comme deux amis qui sont là, mais qui ne se côtoient pas. C'est comme les étoiles. Elles sont là, mais on ne les voit pas tous les jours. C'est ça, cette relation. Là, aujourd'hui, nous avons cette aubaine avec le retour de l'Algérie sur la scène internationale et qui n'est pas passé inaperçu. Notamment auprès de l'Inde. Notamment auprès de l'Inde. Et le potentiel indien, il est là, il faut le dire, en matière de technologie, en matière d'industrie, en matière d'agriculture. Justement, on va y revenir. J'allais dire. Oui. Et nous avons aussi notre potentiel. Ça veut dire que aussi nous avons un potentiel assez conséquent et intéressant. Et cela. Profiter à l'Inde.
Bien sûr, il est profitable. Justement, c'est justement à ce propos-là que je vous propose d'écouter une déclaration du président de la République qui en a fait plusieurs lors d'un point de presse conjoint avec son homologue indienne. Et dans l'une d'entre elles, Abdelmadjid Tebboune affirme que les deux pays ont convenu de hisser justement ces relations bilatérales de façon à booster les échanges commerciaux et l'investissement. Je vous propose de l'écouter. اتفقنا على ترقية على المستوى الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، وفي هذا السياق سيتم في أقرب وقت البدء في التحضير إلى عقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية تشاور سياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية، طبعا لا سيما من خلال لقاء رجال الأعمال من البلدين وتعزيز أطر التعاون بإثراء الإطار القانوني والتنسيق والتشاور. Abdelrahman Hadef relançait donc la commission mixte entre les deux pays et aussi un mécanisme de consultation politique, le renforcement aussi du cadre juridique. Il en a été question déjà il y a près d'une année, avec notamment l'ambassadeur de l'Inde en Algérie, pour justement faire grandir ce partenariat bilatéral. Est-ce que vous pouvez nous dire comment justement, est-ce qu'il y a tout à faire finalement ou est-ce que nous avons une base déjà ? Bien évidemment que nous avons une base, nous avons des entreprises déjà qui travaillent en Algérie, mais là on veut donner une nouvelle impulsion à cette coopération, un nouveau dynamisme, surtout avec la réactivation de la commission mixte qui va travailler sur les questions de coopération qui sont extrêmement importantes, mais avec une nouvelle approche, avec la nouvelle réalité. Aujourd'hui, les deux pays connaissent une dynamique économique sans précédent. L'Inde, comme disait M. Achir, est la 5e puissance économique mondiale, mais avec de nouveaux challenges. L'Inde, aujourd'hui, s'attelle à aller encore de l'avant en termes de croissance économique, mais connaît certaines faiblesses dans sa structure économique. Et c'est là où on peut, à deux, dans ce genre d'instruments et de mécanismes tels que la commission mixte, identifier les pistes de coopération. Et là, je fais référence à certains secteurs et certaines filières où on peut vraiment travailler. Quand on connaît que l'Inde aujourd'hui est en phase d'industrialisation à grande ampleur, l'Inde est en train de, je dirais même, remplacer la Chine en termes de capacité industrielle, mais elle connaît des insuffisances en termes d'infrastructures de base. Et l'actuel Premier ministre souhaite justement lancer de grands projets dans l'infrastructure. Et ça demande de la matière première, des matériaux de construction, où l'Algérie aujourd'hui est en train d'investir énormément. Et donc là, c'est des pistes sur lesquelles on peut travailler. La même chose pour le domaine agricole. L'Inde aujourd'hui, c'est parmi les leaders en termes d'engrais notamment, de secteur agricole. Mais pour ses besoins internes, l'Inde, ce n'est pas un pays exportateur. Il faut signaler ça. D'ailleurs, pour l'agriculture principalement ou pour l'ensemble des secteurs, on discutait tout à l'heure. D'ailleurs, l'Inde connaît des déficits en termes de ses comptes extérieurs, en termes de balance, en termes de balance commerciale et balance de paiement. Donc, et là, je pense qu'à travers cette visite, il y a des signaux que l'Inde veut s'ouvrir sur les marchés internationaux, chose qui n'était pas prioritaire pour l'Inde au passé. Aujourd'hui, elle est en train de s'ouvrir et en train de prospecter sur de nouveaux partenariats. Et c'est là où il y a cette possibilité entre l'Algérie et l'Inde de construire quelque chose de durable sur sur une vision qui est communément bénéfique. L'Algérie aujourd'hui ambitionne à rejoindre le giron des pays émergents à l'horizon 2030. Donc, et ça, c'est avec les grands partenaires qu'on peut le faire. C'est à travers des partenariats stratégiques avec l'Inde. Et quand on dit le renforcement du cadre juridique, justement, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? C'est là où Préparer les mécanismes, justement. Mais quel genre de mécanisme? Effectivement, lorsqu'on parle de relations et de coopération bilatérale, il y a tous les mécanismes en termes douaniers, en termes financiers, en termes bancaires, en termes de mouvement des capitaux et des personnes, en termes de mouvement des biens et des services. Tout cela doit être regardé de près avec des mécanismes qui tendent à faciliter ces échanges-là. Oui. Et surtout que le président de la République aujourd'hui, dans son point de presse, parle d'une nouvelle vision basée sur les investissements. On n'est plus dans une approche commerciale. Que d'échanges commerciaux. Voilà, on n'est plus dans une approche commerciale, mais plutôt dans une approche de coopération économique. Et là, il y a beaucoup à faire, surtout dans le domaine du pharmaceutique. Mais justement, alors quand on fait la liste des secteurs dans lesquels il y a déjà une coopération avec l'Inde, on a pratiquement tous les secteurs qui sont soit stratégiques, soit importants pour l'Algérie. Les infrastructures, vous le disiez, Monsieur Hadef, les industries lourdes, les industries mécaniques, les hydrocarbures, l'électricité, les mines, les chemins de fer, ainsi que les industries pharmaceutiques, le textile, la santé. Je peux continuer encore, la production des engrais, la transformation des phosphates. Pourquoi nous n'avons pas déjà cette base d'investissement? Pourquoi nous devons la créer aujourd'hui à travers le renforcement du cadre juridique? Je pense que l'Algérie, quand même, a mis en place depuis quelques années un socle juridique et institutionnel de nouveau qui a boosté l'attractivité économique du pays. Je parle par exemple de la loi 22-18 sur l'investissement, la création de l'agence algérienne de la promotion de l'investissement, il y a les zones franches, et puis l'Algérie est dans la ZLECAf. Parce que quand on est dans la ZLECAf, ça intéresse les multinationales aussi, parce que c'est tout un marché qui s'ouvre, effectivement, notamment pour l'Inde. Et toutes les réformes aussi dans le système bancaire et financier, la 2309 par exemple. Donc tout ça, je pense, le fait que l'Algérie a procédé depuis quelques années à l'amélioration de l'environnement de l'investissement, ça a attiré en quelque sorte l'attention de plusieurs pays, notamment les pays émergents et les pays industriels aussi. Donc cela présente une opportunité à ces pays. Et aux pays émergents, comme l'Inde. L'Inde qui est un grand pays émergent, donc qui s'intéresse maintenant justement à l'internationalisation, et en Algérie, il va trouver ses avantages comparatifs et même compétitifs. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Inde est un pays dépendant en termes énergétiques. D'abord une grande population, 1,4 milliard d'habitants, et puis une industrialisation, c'est l'atelier du monde maintenant, dans plusieurs branches et secteurs d'activité. Donc je pense l'Algérie comme partenaire d'abord, qu'il y a de l'énergie et un bon marché, donc ça doit intéresser l'Inde. Mais l'Algérie a changé d'approche aussi. C'était l'orientation du président de la République de ne pas exporter les matières premières en état brut, mais il faut les transformer. Donc c'est pour cette raison qu'on peut partager la chaîne de valeur avec l'Inde en termes de transformation. Donc l'Inde, par exemple, il a une grande expérience dans l'exploitation minière. Donc les mines peut être un secteur de partage de la valeur avec les entreprises indiennes, le secteur minier. Mais également, cette énergie-là que fournit l'Algérie, donc, il va être une énergie qui va faire bénéficier des industries manufacturières, c'est-à-dire l'installation des entreprises en Algérie, bien la création des jointes ventures avec l'Inde. Donc, c'est ces domaines qui peuvent intéresser la partie indienne. Et il y a aussi, bien entendu, la nouvelle économie qu'il ne faut pas oublier, parce que l'Inde est le premier, pratiquement, exportateur de logiciels au monde. C'est le premier producteur du contenu informatique, de l'intelligence artificielle. Justement, l'Inde forme 2,5 millions de nouveaux ingénieurs chaque année. Les meilleurs d'entre eux vont à Bangalore, la ville est déjà le laboratoire des technologies incontournables des prochaines décennies, telles que la machine learning ou la réalité augmentée ou l'Internet des objets. C'est quelque chose qui peut nous intéresser à M. Hadef aussi. Effectivement, c'est une expérience quand même assez particulière, la ville de Bangalore,
qui était appelée la ville dortoir, la ville des retraités Oui. par le passé. Elle a été transformée justement. Elle a été transformée. Aujourd'hui, elle est en train la de Silicon Valley concurrencer la Silicon Valley, justement. Et beaucoup d'imminents experts de la Silicon Valley sont en train de migrer vers l'Inde. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'élites indiennes qui étaient établies aux États-Unis. D'ailleurs, les plus grandes compagnies du numérique aujourd'hui sont gérées par des CEO indiens. Et pour dire l'importance de cette compétence, de cette qualité dans la formation. Et là où je pense qu'aujourd'hui l'Inde est devenue un des plus grands acteurs dans le domaine des technologies numériques. Au départ, c'était dans les solutions, dans les contenus, dans les logiciels, mais maintenant, il passe même aux instruments, au hardware. Il est en train de fabriquer des smartphones en Inde aujourd'hui. Seulement pour le marché indien, c'est 150 millions de smartphones qui sont vendus, fabriqués en Inde. Vous vous rendez compte, 150 millions, c'est énorme. Donc je pense que c'est un acteur important dans le domaine des technologies numériques et c'est une des pistes avec laquelle l'Algérie peut travailler parce que dans la nouvelle vision de l'Algérie et à travers la nouvelle stratégie de la transformation numérique qui a été élaborée par le Haut Commissariat de la numérisation, à l'horizon 2030, on veut rendre l'Algérie un hub technologique régional. Et ça, c'est extrêmement important de le faire avec des partenaires tels que l'Inde, tels que la Chine, qui sont en train de se démarquer du système occidental, mais avec de capacités d'innovation. Et d'ailleurs, j'ai très bien apprécié que dans notre loi de finances pour 2025, il y a un encouragement énorme pour l'innovation et les startups dans le domaine technologique. Donc je pense que ça, c'est une des pistes sur laquelle nous pouvons travailler. Une autre piste, tout à l'heure, j'allais aussi enchaîner sur l'agriculture, mais là, ce n'est pas l'Inde n'a pas besoin d'agriculture, mais elle a besoin d'intrants, surtout les engrais. Et avec notre projet de phosphate à Bled el-Hadba, qui va être un projet intégré, du phosphate vers les engrais, en transformant le gaz naturel que nous avons, au lieu de le vendre comme ressource énergétique, il va être transformé comme produit final. Et là, c'est une excellente filière sur laquelle nous pouvons travailler. Et le dernier point, c'est surtout tout ce qui est métallurgique et sidérurgique. Les Indiens sont connus dans ce domaine-là. On a eu déjà par le passé des expériences, mais c'est des perspectives qui s'ouvrent, surtout avec le projet de Rajbilet. Là où on souhaite aujourd'hui créer toute une zone industrielle dédiée à l'industrie sidérurgique, à Béchar. Et donc, je pense que tout cela converge vers un partenariat d'exception, je dirais. Oui. Et les échanges de 2 milliards ou de moins de 2 milliards vont être vraiment du passé. Moi, je vois un pays comme l'Inde, c'est à la même moyenne que la Chine. C'est au-delà de 10 milliards de dollars d'échanges. Et surtout, des investissements. Un stock en investissement qui doit dépasser les 5 milliards minimum pour l'Inde en Algérie. Alors, je voudrais revenir aussi sur une deuxième déclaration du président de la République. Je vous propose de l'écouter justement, où il a affirmé d'abord que les deux pays convergeaient sur le principe du droit international des Palestiniens de vivre dignement dans un État souverain et qu'il fallait, et les deux pays insistent également sur le fait de respecter les résolutions émanant du Conseil de sécurité de l'ONU. اتفقنا على أن نتابع معا مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية وفيما يخص المستجدات في الساحل على ضوء الأوضاع المقلقة السائدة فيها وأبدينا حرصنا على مواصلة دعم جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها. Voilà donc pour cette déclaration du président de la République, Abdelkader Soufi. Le président de la République a utilisé des mots très, très francs, pour ne pas dire durs, enfin durs.
non, par rapport à la situation, c'est des mots très francs, justement. Il parle d'agression de l'entité sioniste sur Gaza, sur le Liban, les répercussions sécuritaires graves, puisque aujourd'hui l'entité sioniste représente une menace non plus que pour la région, mais pour la sécurité mondiale. Et le fait que respecter aujourd'hui les résolutions onusiennes, qui n'est plus évident, puisqu'on voit que l'entité sioniste viole tout ce qui a trait à la légalité internationale, est devenu quelque chose de compliqué. Justement, avec l'Inde, qu'il y ait cette convergence de vues autour de ces questions sensibles, c'est quelque chose qui nous fait avancer aussi avec ce pays particulièrement dans les partenariats encore une fois. Oui, absolument. Attention, hein. Quand on pense à l'Inde avec des partenariats économiques, on se dit qu'il y a des égarements, mais pas du tout. L'Inde est un pays pilier dans le décor tiers-mondiste, dans l'approche de la révision de l'ordre mondial tel qu'il a été établi depuis 1945. Et que depuis 1947, la question de la Palestine a été posée justement sur la table des noms alignés. Et que depuis Nehru à ce jour, la position de l'Inde n'a pas changé. Elle a toujours convergé vers le droit international et les principes de la Charte des Nations Unies. Sur cela, je crois que les deux pays adoptent et épousent la même vision, que ce soit celle de la Palestine, du droit des Palestiniens, ou que ce soit celle du Sahara occidental, ou d'autres pays qui ont déjà pu accéder à la vie internationale. Mais cela n'empêche pas de redire et de redéfinir les visions communes. Cela est un atout majeur pour les deux pays qui œuvrent d'abord à changer la Constitution telle qu'elle est, parce qu'elle est dépassée aujourd'hui, et chaque pays aspire à une position de force au sein de l'Organisation des Nations Unies et vise un siège au sein du Conseil de sécurité. On en parle aujourd'hui avec beaucoup plus d'insistance, notamment de la part des pays comme l'Inde, qui revendiquent naturellement une place en tant que membre permanent, évidemment, du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que ça vous semble quelque chose de pas d'imminent, mais quelque chose qui pourrait se faire au vu des pressions aujourd'hui sur l'ordre mondial tel qu'il est établi depuis 1945, vous le disiez? D'abord, c'est légitime. Voilà. Ensuite, quand on voit la configuration du Conseil de sécurité, où l'Asie pratiquement elle est absente, l'Amérique latine est absente, l'Afrique est absente, et on va dire même l'Europe, si ce n'est le siège obtenu par la France grâce à la signature de 14 pays africains. Autrement dit, cet équilibre qui a été établi au fait depuis 1648, donc depuis la naissance de l'État westphalien, où le monde a été partagé, et il y a eu le sommet de Berlin, de Yalta, qui a vu les grandes puissances s'accaparer pratiquement et se partager le monde. Aujourd'hui, le monde n'est plus comme il était. Il y a de nouvelles forces qui émergent, de nouvelles puissances qui s'imposent sur l'échiquier international, et par conséquent, là, on n'est plus dans l'esprit de paternité, mais plutôt dans un esprit d'égal à égal, et que chacun revendique un ordre mondial équitable, plus juste. Évidemment. Et je pense que les grandes nations commencent déjà avec cette période de transition que connaît le monde depuis 1990 vers un monde multipolaire, et que seules les grandes puissances, seules ne peuvent plus dominer le monde. De grandes questions ont été posées, maintenant se posent autrement. À un certain moment, toutes les études, on en parlait dans les coulisses, les Américains posaient cette question: faut-il accepter l'émergence de la Chine en tant que pivot régional? Aujourd'hui, la question aussi se pose: faut-il accepter la Russie, l'Inde en tant que puissance régionale émergente qui menace les intérêts hégémoniques des États-Unis d'Amérique? Oui. Maintenant, je pense qu'au final, pour mieux voir un monde plus équilibré, mais parce que c'est l'économie qui domine, attention,
C'est l'économie qui définit les contours des relations internationales, la puissance. Les rapports. La puissance, c'est la fortune, et la fortune, c'est la puissance. Oui. Et par conséquent, de nouvelles puissances qui émergent économiquement et qui, plus elles sont fortes économiquement, plus elles deviennent fortes militairement. Regardez la Chine aujourd'hui, c'est une puissance militaire. Regardez l'Inde aussi, c'est une puissance militaire, et non seulement, parce que aussi, elle fait dans l'industrie militaire. De l'armement. De l'armement. Donc, par conséquent, on reconsidère le schéma tel qu'il est. De ces pays, et c'est pourquoi, je crois, des États comme l'Inde, comme l'Algérie, qui est aussi un pivot, un triple pivot, qui est un pivot méditerranéen, ou un axe méditerranéen, arabe et africain. D'où l'importance de conjuguer des efforts entre ces pays-là pour arriver à changer ce qui est changeable. Mohamed Achel, justement sur cette question de l'ordre mondial et la position de l'Inde aujourd'hui sur ce qui se passe notamment au Proche et Moyen-Orient, quelle est l'importance de cette position politique aujourd'hui exprimée en Algérie, c'est très important de le souligner. L'Inde, elle a toujours adopté une position, disons, intelligente, réaliste, pour équilibrer ses relations bilatérales, multilatérales, pour se situer aussi dans des groupes régionaux. Donc l'Inde, elle a même capitalisé, disons, cette philosophie de non-alignement. D'ailleurs, c'est... Jusqu'à maintenant, vous voulez dire? Non, il y a eu un autre réalisme maintenant. Il y a la doctrine c'est-à-dire Gandhi qui prévaut. Oui, Gandhi, c'était beaucoup plus donc vivre dans un monde comme une seule famille. C'est ça un peu la philosophie de l'Inde. Donc il ne faut pas avoir d'ennemis, il faut coopérer avec tout le monde et travailler avec tout le monde. Voilà un peu la philosophie des relations extérieures de l'Inde. Et puis le non-alignement, c'était une époque où le non-alignement, d'ailleurs, même le terme tiers-monde est sorti de la conférence asiatique de 1947 en Inde. Après, c'est le non-alignement, Bandung, 61, etc. Donc ça, mais aujourd'hui, l'Inde, avec cette volonté de puissance économique, mais aussi de puissance politique, il faut être dans les colonialistes. Donc ils veulent aussi avoir des relations de puissance avec tous les blocs régionaux. Même si l'Inde est contre la politique de bloc, il est pour le multipolarisme, c'est-à-dire travailler avec un monde sans domination d'un pôle sur un autre. Oui. C'est le multipolarisme. Et aujourd'hui, plus les analystes, et les observateurs surtout de l'analyse au pied de la politique étrangère indienne, donc ils parlent plutôt de multi-alignement de la politique étrangère indienne et non de non-alignement. C'est-à-dire, le multi-alignement, je peux donner un exemple. Oui. L'Inde, il est dans l'OCS, l'Organisation de coopération du change, avec la Chine. Mais aussi, il est dans l'IMEC. Oui, ça c'est le projet. Ouais. Donc c'est le projet de corridor un peu concurrentiel de la ceinture et de la route de la soie. Donc Inde, Moyen-Orient, jusqu'à l'Europe. C'est un corridor qui est en... Corridor économique. Oui, un corridor multimodal. Il y a plusieurs, il y a le transport maritime, terrestre, etc. Mais aussi, il est dans, pas l'organisation, mais le groupe cadré latéral. Alors c'est quoi le cadré latéral? C'est-à-dire, vous avez les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. Mais l'objectif de ce groupe, c'est un peu de surveiller l'espace Indo-Pacifique. Et c'est pour contenir la Chine. Voilà. Exactement. Donc vous voyez un peu comment que la Chine, plutôt l'Inde, se positionne dans cette logique de multi-alignement et s'aligner avec des puissances occidentales, les États-Unis, mais aussi avec l'OCS. Vous voyez un peu, donc l'Inde, il est dans cette option, elle a des objectifs, elle a un plan stratégique qu'elle réalise, bien sûr, et elle réalise des étapes selon les besoins de chaque temps, c'est-à-dire de chaque période. Oui. Voilà, et c'est pour cette raison l'Inde d'aujourd'hui... Mais est-ce que ça ne rend pas sa position politique parfois floue, difficile à lire, justement, sur certains dossiers? Non, on peut interpréter. Elle n'est pas ambiguë, elle est plutôt réaliste,
Donc c'est maximiser l'intérêt. Oui. En plus, Discuter avec nous tout le disions monde. tout à l'heure que le monde intermédiaire n'existe plus. Il y a deux parties du monde. Et donc il y a une interférence, un chevauchement des intérêts. Et par conséquent, on peut être ami avec un groupe et ne pas l'être Avec un autre. voilà, avec un autre. C'est selon l'intérêt. Alors, justement, le président de la République affirme dans une autre déclaration que les relations entre les deux pays avaient connu une forme de stagnation, et donc entre Alger et New Delhi, et les deux pays comptent bien rectifier cet état de fait à travers notamment une plus grande concertation à venir, notamment dans le cadre des non-alignés. لا يخفى على أحد أن ربما مررنا بمرحلة فتور ولكن سنسترجع تشاور مثل ما كان بيننا كدولتين فاعلتين في حركة عدم الانحياز. Alors, le non-alignement, M. Hadef, il revient aujourd'hui, puisque les deux présidents en ont discuté. Il revient, mais ça n'est jamais vraiment parti. Le non-alignement est quelque chose qui est un mouvement qui est présent, dont l'influence est quelque part présente à différents niveaux. Pourquoi aujourd'hui le président de la République en parle comme, si vous voulez, un cadre stratégique de concertation, notamment entre Alger et New Delhi? Parce que ça va de soi, et surtout parce que ça épouse surtout les visions des pays non alignés avec ce qui est revendiqué aujourd'hui par la majorité des pays du monde. Laissez-moi dire aujourd'hui que plus de 80% de la population mondiale revendique un nouvel ordre mondial plus équitable, plus équilibré. Et je pense que le mouvement des non-alignés, il était précurseur dans ce domaine-là. Et c'est pour cela que le président de la République rappelle que les relations entre l'Inde et l'Algérie étaient excellentes dans ce mouvement-là. Et c'est une référence aujourd'hui où il faut un peu réactiver cette relation sur cette base-là, mais aller au-delà, je pense, parce qu'aujourd'hui, le rôle que peut jouer l'Algérie et l'Inde en même temps dans la reconfiguration du nouvel ordre mondial, le rôle est extrêmement important. Aujourd'hui, l'Algérie ne cesse de réclamer, surtout à travers sa position au sein du Conseil de sécurité, avec tout le poids qu'elle est en train de jouer aujourd'hui sur les questions internationales et surtout sur... Et vice-présidente de l'Assemblée générale. En plus, voilà, vice-présidente de l'Assemblée générale, donc elle joue son rôle géopolitique avec consistance. Et là, avec cette visite de la présidente de l'Inde, je pense que c'est des signaux, c'est des messages qu'on est en train de faire passer à travers cette visite, que l'Algérie revient sur la scène internationale, mais revient comme acteur, non seulement comme une partie qui est juste dans le décor. Et là, à mon avis, le rôle que va jouer le mouvement des non-alignés dans cette perspective de révision et de reconfiguration de l'ordre mondial en général serait extrêmement important. Justement, quel type d'influence, Mohamed Hachem, quel type d'influence le partenariat algéro-indien peut créer justement au niveau des non-alignés? Peut-être il peut entraîner une espèce d'effet boule de neige avec, M. Hadef le disait, plus de 80% de la population mondiale ou des pays de la planète revendiquent un nouvel ordre mondial. Est-ce que ça peut précipiter justement la chute de l'ordre mondial actuel? C'est ma question. Tout à fait. D'ailleurs, actuellement, il y a quand même une accélération de la revendication, de la réforme des institutions internationales, notamment les Nations Unies. Pas que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, mais aussi même les institutions financières, économiques, ou le système des Nations Unies. Voilà, le système, tout le système de coopération internationale. Parce qu'il y a aujourd'hui un problème dans la coopération internationale. Oui. Il y a même l'inefficacité, voire l'impuissance même de la coopération internationale et des institutions internationales, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça a été rappelé plusieurs fois par l'ambassadeur algérien aux Nations Unies, Abdel Djebba, par rapport à cette impuissance qu'on assiste
par rapport à ce qui se passe à À Gaza, Gaza, au au Liban. Liban. Oui. Donc il y a une nécessité. Et le monde multipolaire maintenant, qui est porté justement par ces puissances émergentes, mais aussi par l'Algérie, par l'Algérie qui est une puissance aussi régionale, qui a son mot à dire dans la reconfiguration, la redéfinition des équilibres mondiaux de demain, et notamment un monde multipolaire. Et l'Inde, justement, elle revendique un monde multipolaire. Mais aussi l'Inde, elle est avec l'Algérie en termes de principe de sa politique étrangère, notamment la non-ingérence dans Les affaires des États. dans les affaires des États souverains. Et le respect des frontières des pays souverains. Donc ça, c'est ça aussi qui a été toujours défendu par le mouvement des non-alignés, Oui. la non-agression des pays souverains. Donc je pense si Mais concrètement, est-ce que ces deux pays peuvent contribuer à accélérer la chute de l'ordre mondial aujourd'hui, totalement inégalitaire, injuste et inopérant, notamment au niveau des institutions internationales, de toute façon, pour régler notamment le cas de génocide à Gaza? justement, l'un des mécanismes ou l'un des espaces qui vont mettre la pression sur Ouais. C'est les non-alignés. le monde occidental qui tient actuellement l'ordre, c'est les non-alignés, effectivement. Les non-alignés, donc il faut continuer dans cette coopération des non-alignés et fédérer surtout ces pays émergents et ce Sud global dans l'objectif justement de réformer le système politique et Ce serait économique. justement, Abdelkader Sofi, une sorte de boucle qui se bouclerait si les non-alignés pouvaient avoir justement ce mot de fin, j'ai envie de dire, sur cet ordre mondial aujourd'hui, de cette hégémonie occidentale et en pleine dérive, on peut le dire aujourd'hui, sur pas mal de questions, notamment sur les valeurs humaines, tout simplement. On voit un génocide en direct et on nous explique que c'est un droit de défense de l'entité sioniste. Voilà. En fait, c'est bien de poser cette question parce que il n'y a pas que les non-alignés, attention. Je crois que les deux pays œuvrent d'abord dans des groupes auxquels ils appartiennent tous les deux. Et donc il y a les non-alignés, il y a le groupe des 77. Oui, évidemment. C'est important. Oui. Et les deux pays, donc, ils sont dans une perspective aussi économique commune, comme de nouvelles banques parallèles par rapport à la Banque mondiale, à une nouvelle forme de finance, Oui. et qui donne donc plus ou moins une distance par rapport à la mainmise de la Banque mondiale. Et par conséquent aussi, ils peuvent faire donc l'option d'être une locomotive au sein de l'Assemblée générale. Parce que c'est le plus important, c'est comment faire adhérer l'ensemble des éléments de l'Assemblée générale de l'ONU à une thèse commune des pays non alignés, de la conférence islamique. Il ne faut pas oublier que aussi l'Inde est la population islamique est l'une des plus importantes au 15%. monde. 15%, mais comparativement aux autres pays musulmans, C'est une minorité importante, voilà. effectivement. Ensuite, donc, je disais que le groupe des 77, la conférence islamique, les non-alignés, et puis les groupes auxquels ils appartiennent chacun individuellement. L'ASEAN pour Oui. l'Inde, Shanghai, l'Union africaine pour l'Algérie, la Ligue arabe. Donc, autant de groupes. De sphères qu'on peut- d'influence, bien sûr, oui. de sphères d'influence qu'on peut faire bouger. Et d'ailleurs, depuis l'avènement de l'Algérie, le retour de l'Algérie d'abord sur la scène internationale, depuis qu'elle a pris sa place au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, elle a un peu bousculé l'hierarchie. Oui, Hein. oui, oui. Elle a bousculé l'hierarchie, elle a fait bouger les choses. Oui. Jamais le Conseil de sécurité n'a été en effervescence de travail. L'Algérie a comme il convoqué été plusieurs aujourd'hui. fois En le plus Conseil de aussi, il ne faut sécurité. pas oublier que l'Algérie est présente en tant que vice-président de l'Assemblée générale. Et aussi, cela lui donne une autre possibilité d'élargir et d'étaler la vision globale qui épouse les deux pays et bien d'autres pays comme l'Algérie et l'Inde, tels que l'Afrique du Sud, la Chine, et j'en passe, Oui. donc qui aspirent à un monde meilleur et différent. Aujourd'hui, nous sommes dans la transition vers un monde
nous l'espérons, multipolaire, mais aussi donc plus en connexion et en équilibre et équitable. Merci beaucoup, Abdelkader Soufi. Je rappelle que vous êtes enseignant universitaire et politologue, enseignant à Blida 2. Merci pour les éclairages que vous nous avez apportés ce soir. Merci à vous également, Abdelrahman Hadef, consultant en développement économique, et Mohamed Achil. Je rappelle que vous êtes enseignant universitaire à l'université de Tizi Ouzou et consultant de Canal Algérie pour les questions économiques. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.